Si on m'avait dit il y a un an que je me retrouverais en face de la deuxième anglaise la plus connue après Lady Di, j'aurais émis des doutes quand même. Mon papa, il courait les premiers marathons, donc pendant les années 80, il a pris part au premier marathon de Londres, de Liverpool. Et donc, je me suis inscrite dans un club à 9 ans, mais c'est vrai qu'avant, je courais, courais mais déjà. tout le temps. En 2001, tu deviens enfin championne du monde de cross long. S'il y a une médaille olympique que tu aurais préféré avoir, c'est quoi? 5000, 10 000, marathon? N'importe, même si c'est 100 mètres. Et ta distance pense préférée, que- toi? Ça, c'est, je pense, le marathon. Toujours sur les courses plus courtes, il fallait que je me débarrasse des autres derrière moi. Tandis que le marathon, c'est une autre chose, accélérer à la fin. C'est pas un sprint. Donc, il faut juste être un peu plus fort là et dans les jambes aussi. Quel est ton avis sur le record du monde du marathon actuel? Féminin, Oui. il faut l'enlever. Hein. Eh ben bonjour Paula. Bonjour. Si on m'avait dit il y a un an que je me retrouverais en face de la deuxième anglaise la plus connue après Lady Di, je l'aurais peut-être cru parce que je sais que rien n'est impossible, mais j'aurais émis des doutes quand même. Alors merci beaucoup d'être venu. Non, pas du tout, c'est un honneur. C'est un honneur. Et on me l'avait dit, les gens dans l'athlé qui t'ont un peu côtoyé m'ont dit, tu verras, Paula, elle est très sympa, elle est très gentille, très accessible. Tu vis à Monaco aujourd'hui? Oui, ça fait, ça fait presque 22 ans que je suis d'accord. là. De 2005, on est venu ici et on est resté ici. Donc, pour la plupart de la carrière, c'est vrai que c'était divisé entre ici et Font-Romeu, avec des petits passages aux États-Unis. Mais là, depuis que les enfants sont d'abord à l'école, puis après au collège, on reste là presque quasiment l'année. D'accord, je pensais que c'était ton après-carrière que tu avais fait à Monaco, mais non. Non, c'était au plein milieu. En fait, c'était après les Jeux d'Athènes que déjà on pensait en tant qu'athlète britannique et on m'avait proposé de regarder Monaco un peu parce qu'ils soutenaient des athlètes et en plus c'est beaucoup plus près qu'à Font-Romeu qu'en Angleterre, quoi. Là, il fallait 13 heures de route et là, je l'ai fait en 5h30 hier. Ok. Donc, c'est beaucoup plus vite pour aller à Font-Romeu. Et puis après Athènes, moi, j'avais l'impression que ça a été une déception pour moi, oui, mais pour le pays aussi. Donc, j'avais pas honte, mais j'avais un peu envie de changer des alentours, quoi, de partir un peu. Donc, on s'est dit, OK, on va tester, on va déménager à Monaco, on va voir si ça nous plaît ou pas. Et en fait, on a tellement aimé qu'on est resté ici, même après le Brexit. Là, on n'a plus envie de rentrer en Angleterre. Je suis content ici. Et donc j'allais te faire une blague sur le régime fiscal monégasque. Quand tu Ouais. dis qu'ils aident les athlètes, c'est ça? Ouais. Ça y participe? Non, mais c'est pas non, c'est au niveau des entraînements, l'accès et tout ça. Oui, taxes, c'est nettement différent que en Royaume-Uni. Mais c'est vrai que en tant qu'athlète, c'est pas la même chose que, par exemple, ce Philip Green qui déménage à Monaco, il paye rien. Les athlètes sont toujours taxés un peu en Angleterre sur le nombre de jours que je suis en Angleterre, mais D'accord. c'est mieux que être résident là-bas. Et là, au plein milieu de ma carrière, je passais la plupart du temps en altitude. Donc, Oui. j'étais même pas en Angleterre, mais je payais en Angleterre. Donc, ça servait à rien. Et après, on a visité Monaco. Et c'est vrai que là, le prince, il soutient tellement l'athlétisme. Le stade, j'adore, c'est l'idéal. Et comme j'expliquais, pour élever les enfants aussi, Oui. c'est un endroit sécure Oui. avec très bon niveau de scolarisation. Les enfants ont grandi bilingues. On pouvait, lorsqu'ils étaient petits, ils pouvaient même faire le trimestre été à Font-Romeu. Oui. Donc, Ayla, elle a commencé là, dans l'école maternelle là-bas. Et donc, c'était facile parce que c'était le même système. Et, Donc, on pouvait transférer. et avant qu'on reprenne toute ta carrière, donc, à Monaco, où est-ce que tu faisais tes sorties longues dans ta carrière? Parce que c'est hyper vallonné. Oui, mais ça, les
en fait, être vallonné, ça m'embête pas. Il y a les côtes à Font-Romeu partout. J'adore courir dans les montagnes. Donc là, j'ai vite trouvé le plateau de la Justice à Aise et D'accord. le parc, le fort de la Revère. Moi, j'adore courir là-bas. Pour les sorties longues, moi, je tournais au plateau de la Justice. Mais c'est vrai que c'est vallonné. Mais pour préparer New York, là, on part de là, on arrive à New York. Les côtes à New York sont quasiment pas des côtes. Ok. Et même pour Boston, l'année dernière, ça m'a très, très bien servi. Je me suis entraînée sur le souple au fort de la Revère en descente et en montée. Donc là, j'étais bien, même un peu trop bien pour que mon pied pouvait tolérer la vitesse avec laquelle j'ai commencé. Donc c'est pour ça que je pense le mollet a explosé. Mais c'est vrai que les sorties longues, ça a été. Mais la plupart de mes entraînements étaient faits à Font-Romeu avant. Donc c'était vrai que moi, j'étais en altitude jusqu'à 3 semaines avant un Oui, grand marathon. Donc d'accord. je descendais les 3 semaines-là, il n'y avait quasiment pas une grande sortie à faire. Donc c'était plutôt en préparation. Donc, Ok. Et ben, je m'étais mal renseigné sur toi, tu vois. Et si tu le veux bien, c'est moi qui vais te présenter. Et si je me trompe, n'hésite pas à me reprendre. Tu es né en 1973 à Northwich, ouais. c'est ça? 1973, tu sais l'année de quoi c'est? J'ai regardé, c'est l'année de naissance du hip-hop dans le Bronx. Je sais pas si tu le sais. C'était qui? Le hip-hop, Ah oui? c'est l'année de 1973 qui est retenue pour sa naissance, ouais. Ah ok. Tu as 2 enfants, Ouais. tu as commencé l'athlé à 7 ans, Ouais, en fait, je sais pas. tu sais pas? Je m'en souviens pas d'un temps où j'ai pas couru. Et je sais que mon papa, il courait les premiers marathons. Donc, pendant des années 80, il a pris part au premier marathon de Londres, de Liverpool. Et donc, quand il faisait ses sorties longues, nous, on habitait à côté d'un grand forêt qui s'appelait Delamere Forest. Et donc, s'il faisait des sorties longues, moi, je, j'allais courir un peu avec lui. Donc, je faisais un peu l'athlétisme à l'école. Et j'avais une amie qui avait une année de plus que moi. Et elle était déjà inscrite dans un club. D'accord. Il fallait avoir 9 ans pour s'inscrire. Donc, je me suis inscrite dans un club à 9 ans. Mais c'est vrai qu'avant, je Tu courais, courais déjà. mais tout le temps. En 92, tu deviens championne du monde junior de cross. Ouais. 97-98, tu es vice-championne du monde senior de cross. 99, tu prends la médaille d'argent sur 10 000 mètres aux mondiaux de Séville. Donc c'est quelque chose. En 2000, aux Jeux de Sydney, tu finis quatrième. Ouais. Médaille en chocolat, comme on dit. C'est un mauvais souvenir, ça? C'est pas un mauvais souvenir parce que j'ai fait quand même recours personnel. Et ça, après avoir fait les séries aussi, parce que c'était à l'époque où il fallait courir, se qualifier pour les 10 000. Donc, il y Il y avait avait série de série dix et 10 mille 000. et finale. Et D'accord. donc, faire recours personnel après tout ça, parce que c'est vrai qu'à Séville, j'avais fait recours personnel aussi pour avoir la médaille d'argent, mais il y avait pas, les séries étaient annulées à cause du chaleur. D'accord. Mais normalement, il y en avait. Et donc les gens faisaient aussi quand même 10 000, 5 000. Ouais, Il y en ouais. a qui Non, mais il n'y en doublaient? avait pas beaucoup. Ah Pas oui, beaucoup. Je j'imagine. pense que Gabriel Selassie, il était un des premiers à tenter ça, parce que pour la plupart, il fallait choisir. Oui, Faire série des deux, c'est quasiment impossible. Déjà, c'est difficile avec 10 000, et puis oui. série de 5. Mais Ok. ouais, Et ça ouais. aurait été. Donc, ouais, mais j'avais tout fait pour essayer de faire comme j'avais fait à Séville, où j'avais poussé le tempo, le rythme, pour essayer de ne pas avoir des Éthiopiennes restées derrière moi qui pouvaient finir plus vite. Mais à Sydney, on avait les deux plus Ribeiro qui était toujours là. Donc, je savais un peu. C'est difficile lorsqu'on essaie de mener. Là, je pense que j'ai mené 23 et demi tours. Ouais. Et puis, dernier tour, je me suis fait doubler. Mais j'ai quand même tout donné. Mais en revanche, c'est peut-être les jours où il aurait fallu monter au marathon. D'accord. Peut-être. Mais c'est trop tard pour ça. En 2001, tu deviens enfin championne du monde de cross long. La même année, tu es médaillée sur 10 000. Et, non, tu n'es pas Non, médaillée sur 10 000, j'ai- pardon, mais tu vas faire parler de toi en brandissant une pancarte dans les tribunes. Ça, je ne savais pas. Ah ouais? Oui, en t'opposant au Oh, ouais. dopé à l'EPO. Oh, ouais. En fait, c'était depuis, je pense que c'était la Coupe d'Europe à Paris, où j'en ai discuté avec Blandine Bitzner-Ducret. Oui, Et parce qu'à l'époque, on savait qu'il y avait
des athlètes qui abusaient les PO qui ne se faisaient pas choper parce que le système n'était pas assez fort. Donc, on en avait discuté beaucoup avec des scientifiques pour voir ce qu'on pouvait faire. Donc, elle m'en avait parlé parce qu'elle courait avec un chouchou rouge autour de son bras. Donc, je lui avais demandé, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Si tu veux attacher les cheveux, pourquoi tu ne fais pas avant? Elle a dit, non, c'est pour demander des tests sanguins. J'ai dit, mais personne ne sait. Donc, du coup, on a changé dans un ruban rouge. Donc, moi, je mettais toujours sur mon cinglé pour demander qu'ils fassent des tests sanguins. Donc, 2001, c'était l'année où les virus ont explosé sur la scène. Donc, elle finissait super vite dans tous les 3000 sur je ne sais plus si c'était déjà le Diamond League ou le Golden League, mais de toute façon, elle battait facilement même Gabriela Szabo au sprint. Donc, elle était tellement à l'aise vers l'arrivée. Et c'était à Paris qu'ils ont testé Jagerova. Et à l'époque, il fallait, pour confirmer un test EPO, il fallait avoir l'urine et le sang sanguin en même temps. Et ils en avaient qu'un. Donc, du coup, sur protest, Jagerova, elle pouvait être à Edmonton pour les championnats du monde, mais tout le monde savait qu'elle prenait les PO et que probablement les autres Russes qui s'entraînaient avec elle aussi. D'accord. Donc, on savait que c'était pas juste. On demandait. Et les filles dans les 5000, parce que moi, je courais les 10 000. Et les filles dans les 5000, on dit, mais nous, on va s'asseoir sur la ligne de départ. Je dis, mais ça aide personne parce que c'est vous qui vous faites voler de votre course. Oui. Et il faut que vous vous concentrez sur la course et nous, on va faire le protest des tribunes. Donc, on a pris un Sharpie et on a marqué EPO Cheats Out et on n'a pas vraiment fort pensé, mais on a fait monter les pancartes. De suite, les gens de sécurité arrivent, ils nous ont dit il faut baisser sinon on va vous faire virer du stade. On voulait regarder la fin de la course, donc on a baissé les pancartes. Et puis après, moi j'ai fait pas mal d'interviews après sur la télé pour en parler, mais c'était pas que moi, mais c'était fait pour protester et protéger aussi les filles qui couraient contre Jagerova, qui a quand même gagné. Et puis en 2008, elle s'est fait choper encore. Et là, c'était pour. Ils ont substitué l'urine avec l'urine du coach, je ne sais pas, mais tout le groupe était impliqué là-dedans. Donc, on avait raison. Mais c'était long le chemin pour y arriver. Et en sortant du stade, on monte dans le bus pour rentrer à l'hôtel. Et moi et mon mari, on est entourés par des Russes. Ah oui. Ouais, donc ça fait un peu peur, mais en même temps, je pense que à partir de là, parce qu'à partir de là, ils ont commencé à essayer de faire un plus grand effort dans le domaine antidopage. Et je suis même allée rencontrer à Bruges, parce que c'était Jacques Rogge qui était chef de CIO à l'époque. Et donc, lui, il m'avait invité là pour discuter comment on pouvait faire améliorer les tests. D'accord. En 2002, tu fais le back-to-back au monde de cross. Tu es encore championne du monde. Tu bats le record d'Europe de 10 000 mètres en 30,01 en 2002. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'athlète, c'est 1,12 au 400. C'est 3 au kill, quoi. 20 km/h, c'est 1,12 au 400, 25 fois. Et il me manquait 1,09. De descendre sous les 30. Tu n'aurais pas pu sprinter un peu là J'étais à bloc. Ah ouais. J'étais à bloc, mais j'avais même des gens à doubler. Mais c'est vrai que mon cible ce jour-là était de battre le record d'Europe qui était détenu par Ingrid Christensen, qui était 30-13. D'accord. Donc j'étais largement là-dedans, mais c'est vrai que dans de meilleures conditions, peut-être dans une vraie course, parce que je l'ai fait toute seule, peut-être j'aurais pu descendre sous les 30. Mais c'était la force du marathon. Sifan Hassan l'a battu 2 fois depuis, ce record du 10 000 mètres. Puis à l'automne 2022, ça aussi je ne me rappelais pas que c'était suite à une saison pleine, donc tu t'alignes sur le marathon de Chicago. Ouais. Mais c'est pour ça que je n'ai pas fait les 5000 aux Europes. Oui. Parce que j'avais déjà dans ma tête... en fait, ça avait commencé avec le marathon de Londres. Parce que le marathon de Londres, c'était en avril 2002. C'était mon début. Donc, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Donc, je voulais simplement apprendre un peu. Ah, tu avais fait Londres en 2002 ? Ouais. D'accord. Donc, c'était ça qui m'avait aidé. En fait, moi, je pensais toujours
monter sur le marathon, tu vas pas battre tes records sur la piste. Et Oui. moi, j'ai battu tous, sauf les 1500 après. Et à Londres 2002, tu fais combien? J'ai gagné. Et, J'ai et en gagné. chrono? J'ai fait 2:18,56, mais Ok. j'avais aucune idée. Je pense que je suis passée. En fait, j'ai commencé, je devais rester avec le groupe et je rentre dans la région Kotissa qui est aux 7 miles. Donc, c'est quoi? C'est à peu près 13e kilomètre, 2e kilomètre. Et là, l'ambiance était tellement super que je sors et j'avais déjà une avance sur la reste. Et mon papa, tant que j'étais petite, il me disait toujours, si tu as une marge, tu continues, hein, tu fonces. Donc je me suis dit, ah, tant pis, c'est un peu trop tôt, mais là, je m'amuse un peu, je pense que je peux le tenir. Et si jamais j'arrive pas, je vais dire que c'est le premier, j'ai fait des erreurs, quoi. Ouais. Donc, je suis passée au milieu, je pense que c'était en une 12, peut-être et quelques, même peut-être une 13 que je passe au Au- milieu. Et puis après, j'ai accéléré et je m'amusais beaucoup. Donc, j'avais aucune idée dans ma tête du chrono. Donc, du coup, je fais le dernier virage et je vois sur la ligne d'arrivée 2:18 et je me suis dit, mais le record du monde, c'est 2:18,47. Donc là, j'ai nettement accéléré, mais c'était trop près. Donc, D'accord. j'y arrivais pas. Mais dès que j'ai franchi la ligne, j'ai dit à mon mari, ça, je peux l'avoir. C'est sûr que si je trouve un parcours vite, je peux avoir le record du monde parce que là, j'ai pas fait assez vite la première moitié. Et donc à Chicago, tu y allais pour battre le record du monde? Ouais, ouais. Ouais, ok. De suite, on avait parlé avec Carrie Pinkowski pour aller à Chicago. Donc, tout était fait sur ça, mais je voulais faire la saison de piste d'abord. Donc, c'était planifié pour faire les 10 000 et j'étais inscrite aussi sur les 5 000. Mais après avoir fait 30,01, mes jambes étaient un peu cassées. Je savais qu'il fallait récupérer pour essayer de mettre un peu plus pour Chicago. Donc, je me suis dit, OK, je ne fais pas les 5 000, je vais prendre une semaine de repos. Et après, on est reparti à Font-Romeu et j'ai attaqué les preps pour Chicago. Ok. 1er avril 2023, tu améliores ta marque. 2h15,25 sur marathon. Un record du monde que tu vas garder 16 ans, si je ne me trompe pas. 2011, alors ça aussi, je ne le savais pas. L'IAAF invalide ton record du monde. Ouais, Alors ça, je l'ai découvert, tu vois, en travaillant le podcast, puis le rétablit 2 mois après. ouais. Bah, ça, c'était la mine. Direct, parmi toutes les choses qu'il a fait, apparemment, ils sont dormis dans un des rendez-vous où ils ont discuté en fait, de nullifier tous les courses qui ont été faites mixtes. Oui, Donc, il était même pas. C'est le président de notre fédération. Il dormait pendant qu'ils ont voté sur ça. ah, c'est vrai ça? Ouais, D'accord, apparemment. ok. Donc, moi, j'ai appris simplement après. Et puis, il y avait toutes des protestes partout parce qu'il y a tellement de recours, surtout sur route. Ouais. C'est des courses qui sont mixtes. Donc, c'était trop difficile, je pense, de séparer tout ça. Donc, depuis, il y a les recours de séparés. Il y a des records Donc, c'est vrai séparés, que ouais, les sur marathon. 2:18,56, ça, c'était record du monde féminin. Sauf que Oui, ça n'existait pas à l'époque. d'accord. Tu gagneras 3 fois le marathon de New York. En 2015, si je ne me trompe pas, tu termines ta carrière à Londres Ouais. en 2h36. En 2025, tu as recouru un marathon à Londres, 2h57. Non, ça, c'était à Tokyo. J'ai fini C'est les Tokyo. 6, j'ai fini les majeurs. Ok, Donc, j'ai fait Tokyo et Boston l'année d'accord. dernière. Ah, pardon, oui. Ouais. Et Et Boston, c'est ma fille qui a fait Londres. d'accord. Et Boston, tu fais 2,53, je crois, non? Ouais, Pas ça. ouais. Et donc, tu n'as jamais été championne olympique? Non, Non. C'est un regret, ça? c'est pas un regret parce que j'ai tenté. J'ai juste, le jour J, j'ai pas été assez fort. Donc, c'est vrai que, ouais, on peut aller chercher, mais j'ai fait 5e sur 5000 à Atlanta. J'ai fait 4e sur 10 000 à Sydney. Là, j'ai fait le meilleur de moi. C'était juste pas assez pour décrocher une médaille. Et à Athènes, j'étais blessée. Et bon, c'était le pire là. Et puis pour Sydney, non, pour Pékin, j'avais une fracture de fatigue au fémur Ouais. en mois de Mais mai. Pékin, tu n'y es pas allé, hein, tu as été Si, forfait. si, Ah si. si, tu y es allé? Si, j'ai Ouais. fait, je pense que j'étais dans les 20e. Je suis allée, mais avec 10 jours de footing à l'extérieur.
D'accord. S'il y a une médaille olympique que tu aurais préféré avoir, c'est quoi? 5000, 10 000 marathons? Ah, n'importe, N'importe. n'importe, même si c'est 100 mètres. Et ta Je distance pense que préférée, ouais. toi, finalement? Ça, c'est, je pense, le marathon. Ouais, Parce pour moi, il y avait plus de choix sur la façon dont je pouvais courir le marathon. Donc, d'accord. si j'étais 5000 ou 10 000, et j'aimais bien le 1500, mais j'avais pas la vitesse pour être à haut niveau là. Mais le marathon, une fois que j'y suis arrivée, je me régalais parce que, et toujours sur les courses plus courtes, il fallait que je me débarrasse des autres derrière moi. Donc, tandis que le marathon, c'est une autre chose, accéléré à la fin. C'est pas un sprint. Donc, il faut juste être un peu plus fort là et dans les jambes aussi pour bien finir, donc dans la tête ainsi que dans les jambes. Et avec 20 ans de recul, la performance dont tu es la plus fière, ce serait quoi? Oh, waouh, ça c'est. Quand tu regardes, Ça si tu c'est. regardes les européennes, là, il y a une européenne qui vient de passer sous les 30 au 10 km. Il n'y en a pas beaucoup non plus, hein. 30 minutes sur 10 Ouais, km, c'est un bon ouais, chrono. ouais. Donc, ouais, c'est. On pense. Parce que là, je suis souvent demandé ça, et c'est vrai que les records du monde sur marathon, quand j'ai bien travaillé, parce que travailler avec toute la pression qu'il y avait, parce qu'il y avait pas mal de pression là aussi pour le marathon de Londres en 2003, j'avais déjà le record du monde, mais eux, ils voulaient que je le fasse à Londres. C'est eux qui ont fait venir les 2 lièvres masculins pour être avec, parce qu'ils ne pensaient pas que je pouvais faire toute seule. On ne sait jamais. Mais donc, il y avait beaucoup de pression, mais quand même, tout s'est bien passé. Et donc, je suis fière de la course, mais je pense que c'est plutôt ce qui était important pour moi, c'était la victoire dans Cross Senior à Ostend en Ouais, 2001, parce que moi, je m'étais mis en tant qu'objectif gagner les seniors en 92 à Boston. d'accord. Donc, je gagne les juniors. Je me suis dit, ah, là, je vais tenter d'être la première à gagner junior et senior ensemble. Et ça a pris 9 ans pour y arriver. Mais également les 8,22 à Monaco. Parce que D'accord. là, j'étais surprise. Je passe à 100 mètres de l'arrivée et j'ai vu l'horloge à l'intérieur de la piste. Je me suis dit, mais ça peut pas être vrai, ça. Je suis tellement en avance de mon record. Et c'était la première course après le marathon. Je reviens, je cours à Monaco et j'ai fait 8,22. En fait, j'ai fait Lièvre pour record d'Europe de Gabriel Azarbo qui me double à la fin, mais c'était un record de Commonwealth qui avait duré longtemps. Et je pense que c'est toujours, malgré Laura Muir et tous les autres qui arrivent, là, ça tient toujours en tant que record britannique. Ouais. Moi, pour connaître un peu le marathon, quand même, 2h18 sur un premier marathon sans trop savoir, c'est une performance. Euh, C'est une sacrée performance, ouais. Ouais. Est-ce que justement, tu peux expliquer à l'époque comment on préparait un marathon comme ça, la nutrition, la gestion des allures? Il n'y avait pas de montre GPS, j'imagine. ouais. Comment vous Là, gériez? c'est une question qu'on discute beaucoup parce que là, j'ai aussi un podcast qu'on discute sur le marathon. Et c'est à la fois une aide, toutes les avances technologiques, mais c'est aussi, ça empêche d'être vraiment, Libéré? pas libre, mais on touche. Il faut avoir une connexion avec nos forces à l'intérieur. Donc, il faut savoir exactement où elle est, la ligne qu'on peut tenir tout au long du marathon. Si on va trop vite, on s'explose. Mais si on va un peu moins vite, oui, on finit bien à l'aise, mais moins vite. Donc, c'est ça, et c'est fait à l'entraînement. Donc, nous, justement, j'ai dit, parce que j'étais à Font-Romeu, je me disais, nous, on conduisait à pas de la gaz en Andorre. On achetait le montre Timex qui sonnait chaque 200 mètres. Donc, tu programmais, tu mettais 35 secondes, ça sonnait Ouais. tous les 35 secondes. Et donc, on utilisait ça sur la piste pour savoir l'allure. Et sinon, en nature, c'était vraiment fait à l'effort. Donc, je faisais beaucoup mes sorties longues, mais je faisais beaucoup de 5 fois 6 minutes et demie. Donc, au début, quand j'étais petite, c'était 2 fois 2 kilomètres. Donc, moi, j'ai gardé les 6,30. Donc, je faisais ça et j'essayais d'aller aussi loin que je pouvais. Ouais. Mais tu savais jamais vraiment si tu faisais 6 km ou 6 km Voilà, 200, tu c'est ça. savais jamais vraiment en fait. Non,
J'avais le vélo. Oui, Donc, mon mari, il était à vélo pour les sorties longues. Et ce que je faisais, pour mon footing au seuil, je faisais 16 km à peu près. Donc, j'avais le parcours mesuré, ce qu'on pensait, et je répétais chaque semaine. Donc, c'était à Matmal si j'étais en préparation en Font Romeu. Sinon, c'était autour de l'Académie en d'accord. Albuquerque que je faisais 3 tours de ça. Je savais que c'était à peu près 16 km. Donc, j'essayais simplement de me régler un peu d'après ce que j'avais fait l'année dernière ou la semaine dernière. Et tu les faisais les 16 kilomètres en continu ou en fractionné? Non, non, on continue. En On continu, continue, 16 c'était à kilomètres. bloc. Ouais. Et, Bon. et c'était quoi là, ton allure de seuil à l'époque? Tu sais à peu près? Là, j'essaie de m'en souvenir parce que ça a dû être. Moi, je calculais en miles. Oui. Ah oui, Donc, d'accord. c'était dans les 5, 5, 10, 5, 15. Ok, faudra que je calcule parce que là, Ouais, donc je pense que ça va être entre 3,15 et 3,20. D'accord, ouais, tu faisais Ouais. 16 kilomètres quand même. Mais sauf qu'en altitude, Et c'était un oui, peu plus lente. ouais, ça devait piquer un peu quand même, 16 Ouais, kilomètres ouais, comme ça. ouais, ouais. C'était Non, dur. mais c'était vraiment. Moi, j'avais jamais totalement compris au seuil, donc c'était à bloc. D'accord, ok. Et la nutrition, Ah en oui, volume par semaine, tu faisais combien à peu près à cette époque-là? j'étais encore en miles, mais j'étais dans les 130. Ah ouais, c'est beaucoup. Ah ouais, ah Oui. ouais, Ah ah oui, ouais, ça fait c'était 200 presque, beaucoup. non? Mais moi, j'avais plutôt c'était sur 8 jours. Donc, c'était 7 jours de travail, un jour de repos. Ah Donc, en d'accord, fait, je calculais le moyen, c'était sur les 7 jours. ouais. Si on calculait Et le ça jour de décalait à chaque repos fois. là-dedans, ça serait Tu prenais un descendu. jour de repos? Ouais, Ouais, toujours, ok, toujours. Petit, et avant les compétitions, c'était 2 jours. ouais. Donc, pour un marathon, mon dernier footing était le jeudi soir pour courir dimanche. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit quasiment plus, ça. Ouais, ouais, Est-ce je sais. est-ce que tu penses qu'avec les chaussures d'aujourd'hui, tu aurais fait différemment? Peut-être, c'est sûr que j'aurais pas eu les blessures que j'ai eues, hein. Ouais, Parce que les chaussures aident tellement à pouvoir charger et récupérer. Et pour moi, à l'époque, parce qu'on m'a souvent demandé est-ce que j'aurais bien aimé courir avec les chaussures. Et je pense que oui, j'aurais fait plus vite, mais il y aurait, il, il y avait peut-être, il y aurait eu, c'est oui, ça, il y aurait eu peut-être plus de gens autour de moi. Parce oui. que moi, j'avais vraiment la capacité d'absorber beaucoup de kilomètres dans les jambes, de mettre dos à dos les entraînements durs Ouais. et revenir. Donc, ça m'avait préparé pour cette sensation au 30e kilomètre où tu n'as plus de jambes, mais tu continues de foncer quand même. Et ça, c'est fini maintenant. J'en ai discuté justement avec Sifan, elle a dit qu'avec les anciennes chaussures, elle ne pense pas qu'elle aurait pu faire le marathon. Ouais. La nutrition, ça ressemblait à quoi en 2002-2003 sur marathon? Encore là, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'avais, dans la famille, j'avais ma mère qui avait très très bien compris comment il fallait se nourrir. Donc déjà en grandissant, je mangeais bien, on mangeait toujours un bon repas après les entraînements, tandis qu'à l'époque en Angleterre, il y avait pas mal de mes copains, copines qui mangeaient avant d'aller s'entraîner et puis un petit Et rien goûter pendant, quoi. après, Ouais. mais pas grand-chose, tandis que nous, on mangeait toujours le repas principal à la maison après les entraînements, et même chose pour partir, pour faire les compétitions. Et puis, quand j'ai fait mes marathons, je travaillais avec un nutritionniste qui faisait... bon, moi, je pensais que c'était normal, mais c'était des boissons en sucre langue, Oui. j'en avais deux. Un qui chargeait donc pour prendre dans les jours avant et juste La avant. maltodextrine, j'imagine, c'est ce qu'on prend. Mais c'était plutôt, L'équivalent je de ça. pense, il y avait pas mal de fructose aussi, mais D'accord. et un autre qui était plus fait, c'était là peut-être le fructose, c'était plus rapide pour Oui, prendre dans la course oui. pour alimenter ça. Donc ça avait très bien marché pour moi, mais moi je Ok, donc savais tu avais pas. des boissons d'effort sucrées, ouais. Ouais, ouais, Tu ouais. faisais pas des marathons à jeun comme faisaient Non, non, certains. non. Les footings, oui. Et Oui, ça aussi, je pense que ça m'avait aidé. J'en ai discuté beaucoup avec Vincent Rousseau, qui est un voisin à moi à Font-Romeu, parce que lui, il était un des premiers à faire des footings à jeûne.
Et tandis que moi, à l'université, j'avais pas le choix parce que si j'avais des lectures qui commençaient à 9 heures, je faisais mes entraînements avant, je sortais, je sautais du lit, je faisais un Oui. footing et puis je revenais, je prenais mon petit déj et je suis partie à l'université. Donc c'était normal, quasiment pour moi, de faire un footing sans manger. Et à la fin de ta carrière, tu as pris des gels quand même? Ça commençait à Si, exister? mais vraiment à la fin. Après Athènes, j'ai dû en prendre à New York parce que je crois que mon système d'utiliser, d'accéder aux glucides et les utiliser était un peu endommagé par les problèmes que j'ai eu à Athènes. Donc j'ai pris des gels là, mais j'aimais pas trop. Donc je pense que c'est le seul marathon que j'ai vomi après. Oui, Et puis je suis restée avec les boissons. Les boissons qui augmentaient en fait en concentration. d'accord. C'est-à-dire que si j'étais à 2 grandes cuillères pour le début, ça montait, donc j'étais quasiment à 4 pour la bouteille au 40e kilomètre. Donc D'accord. c'était vraiment sucré, sucré pour avoir un peu de sucre et repartir là. Et quand je suis revenue pour les deux l'année dernière, là j'ai utilisé les gels et ils sont tellement mieux Oui, maintenant ils sont très bien assimilés, très bien tolérés. Donc je pense ça a qu'il y en a évolué beaucoup ça. Oui. qui utilisent, mais à l'époque non, moi je suis restée avec les boissons. Tu courais souvent, on te voyait avec des bas de contention. Ouais. Pourquoi tu sais? En fait, là, j'avais fait des tests parce que il y avait des scientifiques. Je pense que c'était à l'époque, j'étais avec Adidas et on a fait des contrôles même sur le carbone. Donc, il y avait la semelle en carbone, sauf qu'il n'y avait pas l'amortissement La mousse, autour. ok. Donc, on pouvait courir, mais on voyait qu'on courait plus vite. Mais les mollets étaient cassés après. Et puis, en même temps, ils ont fait des études sur les bas de contention. Et là, ils ont vu que plus le muscle oscille, bouge, plus on a des petits Micro-traumatisme, ouais. micro-traumatismes dans les muscles. Donc, c'est pour ça que je portais les bas. Et après, justement après les 10 000 mètres que j'ai fait à Munich, après, j'avais mal dans les cuisses et les ischios, mais au mollet, rien. Et c'était parce qu'il pleuvait, donc les mollets étaient glacés. Oui, Donc il y avait les bas de contention, mais en plus, ils étaient mouillés et un peu froids. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas eu ok. des problèmes avec des mollets après. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on place toujours le carbone en 2017-2018, mais Ouais. donc il y avait des Il sortes savait d'essais à déjà, mais l'époque. il n'y avait pas cette Zumex ou les autres Oui, foams qu'ils utilisent aujourd'hui. Donc c'est ça, c'est la combinaison des des deux deux. qui font les avances technologiques. Ok. On peut s'arrêter 2 secondes justement sur les fameuses Nike Air. Alors j'ai écrit le modèle parce que je ne le retiens pas. Les Nike Air Strict Spectrum Plus Ouais. avec des flammes là que tu avais Ouais. lors de tes 2h15. Et elles étaient comment ces chaussures? Je les ai retrouvées, on en trouve sur Ouais, Vinted. pour moi, elles étaient super, hein. Donc, en fait, on avait travaillé sur ça pour le Zoom Marathon, que j'ai Oui, travaillé avec Nike là-dessus, mais c'était une modification, une petite amélioration des Zoom Spectrum Plus, parce que pour moi, oui, c'était des bonnes chaussures. C'est vrai que maintenant, on les regarde et on se dit, waouh. Mais si tu regardes à côté de ceux qu'ils ont porté, Rosa Mota, Ingrid Christian, c'est vrai que c'est une amélioration. Donc, c'est ouais. toujours une progression, mais c'est vrai que ça a été un grand saut en avance avec l'arrivée des Vaporfly et Ouais. les 4%. Et le modèle était beau, c'est un modèle qu'ils ont ressorti, Nike, avec les flammes qu'ils Ouais. ont ressorti récemment là. Ouais, ouais, ils ont sorti l'année dernière, non? Oui, je crois que Ouais, tu as couru ouais, avec d'ailleurs. ouais, Ouais, parce que c'était 2003, c'était les Flames qu'ils étaient. Mais même avant ça, il y avait des pointes, des pointes de cross et de piste aussi, je pense, qui s'appelaient les Nike Flames ok. Et, quand j'étais petit. et justement, quand tu cours aujourd'hui, tu cours encore? Ouais. Tu cours régulièrement? Qu'est-ce que tu penses des chaussures? T'aimes toi? Voilà, ouais, j'en Oui, profite beaucoup. C'est vrai que moi, je mélange. Donc, je ne fais pas tous mes entraînements dans les carbones, mais j'utilise de temps en temps. Et je vois les avantages. Donc, en tant
qu'est-ce qu'on va dire, athlète un peu cassée, un peu vieille, j'en profite de pouvoir utiliser les chaussures pour continuer à courir parce que c'est ça qui me fait plaisir. C'est plus avec des objectifs chrono, c'est surtout juste pour me déconcentrer un peu. Te vider la Ouais, tête, comme on dit. voilà. Ok. Parce que oui, tu as eu quelques saisons blanches. C'était quoi tes blessures que t'as eues? J'ai vu que tu as été opéré d'un Euh, pied, non? Tu as eu oui, une ouais, fracture de fatigue en du fait, ça fémur. avait commencé ouais, en 94. Je préparais les championnats du monde de cross en tant que mon deuxième année senior. Et je m'entraînais. À un moment, j'ai senti quelque chose dans l'arche. Je faisais des côtes. Je n'ai pas vraiment pensé. Ça allait quelques semaines. Et puis après, ça commençait à vraiment faire mal. Donc j'ai dû faire forfait pour les championnats du monde de cross. Ils m'ont mis en plâtre. Ils pensaient que c'était des ligaments. Donc ils m'ont mis en plâtre 3 semaines. Et ils m'ont encouragé à aller quand même à Budapest pour encourager l'équipe, même si je ne pouvais pas courir. Et puis ils enlèvent le plâtre, je recommence à courir, j'avais toujours mal. Donc ça traînait comme ça. Et Et après, c'était quoi finalement? c'était une fracture de fatigue D'accord. qui ne se voyait pas sur les scanners qu'ils avaient à l'époque. Ils n'étaient pas assez bien. Donc j'avais une fracture de fatigue dans le scaphoïde, naviculaire scaphoïde. Donc à l'époque, là, quand j'ai finalement trouvé, je suis allée en Allemagne, j'ai vu Dr. Muller-Wolfert, qui, en fait, parce qu'il était recommandé par Roger Celui du Black. Bayern, là, non? Voilà. Oui. Donc j'ai paniqué un peu parce que il y avait personne qui pouvait résoudre le problème. J'avais lu que Roger Black, le coureur de 400, avait un problème de pied aussi. Donc je lui ai écrit une lettre pour demander qu'il l'avait aidé à surmonter le problème. Entre-temps, j'avais trouvé un médecin qui avait trouvé la fracture de fatigue, qui m'avait donné des semelles orthopédiques en Angleterre. Donc j'étais toujours en repos. Et j'ai étudié des langues, donc langue moderne avec études économiques. Donc il fallait que je passe une année à l'étranger. Je voulais passer les 6 mois à Font-Romeu. Donc j'ai trouvé un emploi en Allemagne. Donc D'accord. j'étais à Düsseldorf. Et là, je passais la plupart de mon temps dans la piscine. Mais j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec Dr. Muller. Donc je suis descendue. Je pense que j'ai dû prendre un jour du travail parce que je travaillais là. J'ai pris un jour. Donc, je suis là le lundi. J'avais rendez-vous le matin avec vol le soir pour rentrer à Düsseldorf. Et je vois Boris Becker rentrer dans la salle. Donc, lui aussi, il attendait, mais c'était nous qui attendions. Donc, je pense que j'ai passé 6-7 heures en attendant de voir le docteur. Parce Ah que, oui? oui, il est comme ça, il traite les gens. Et là, c'était pressé, urgent pour Boris Becker. Donc, il a passé le temps avec lui. Et puis après, il a été super sympa. Et donc, en fait, il a enlevé la fluide qui était dans l'articulation. Parce que j'avais une articulation qui était stable, mais pas guérie. Donc, il a enlevé le fluide. Il a remis l'acide hyaluronique là-dedans. Il a dit, il va falloir que tu fasses ça tous les 3 semaines. Donc, il a enlevé le téléphone. Il a pris le téléphone, il a téléphoné au club de foot à Düsseldorf. Et il a parlé avec le médecin. Et ils ont fait la même chose là. Et j'ai réussi à recommencer à courir. C'était juste avant Noël. Et puis, après mon passage en Allemagne, je suis rentrée pour faire les championnats du monde de cross à Durham, en Angleterre. Et Oui. je pense que j'ai fait 18e, mais en fait, j'étais 3e au sommet du dernier côte et j'avais explosé. J'avais pas assez d'entraînement derrière moi, donc c'est pour ça que je m'en souviens pas trop de la descente. Mais j'ai perdu pas mal de place, mais j'étais contente d'avoir recommencé à courir. Mais en fait, c'était ça la blessure, c'était jamais guéri. Depuis, j'ai travaillé avec Jean-Pierre Wilsons à Runners Lab, Runners Service en Belgique. C'est celui qui a inventé le foot scan. Il D'accord. a fait les semelles. Donc moi, j'avais les semelles dans les pointes, dans les chaussures de route, tout le temps Ok. pour pouvoir courir. Et ça a été stable je suis revenue après la naissance de ma fille et ils m'ont pris parce que c'était 2008. Oui, c'était 2008. Ils m'ont pris non, 2007. Ils m'ont pris dans une petite salle et ils m'ont dit, mais il faut que tu t'assoies parce que tu as une fracture de fatigue.
J'ai dit non, j'avais une fracture de fatigue, mais là, ça va maintenant. Et ça se voyait toujours, c'était toujours là. Et c'est là que j'ai appris que j'avais une fracture de fatigue, en fait, jamais guérie, Ouais. qui restait un peu, donc qui faisait des arthroses. Donc à la fin de ma carrière, c'était ça, c'était des petits morceaux d'os qui se promenaient dans l'articulation, qui avaient, en fait, j'avais plus de cartilage entre les deux os. Ouais, le naviculaire, ça consolide mal. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'on parlait tout à l'heure en off de sport un peu santé? Est-ce que tu penses que le sport de haut niveau, ça abîme quand même? Je pense que ça donne plus que ça abîme. Oui, d'accord. Parce que c'est vrai, tout ce qu'on en fait dans la vie, ça peut porter des risques, quoi. Mais je pense que ouais. C'est vrai que ça finit. Pour moi, ça aurait toujours fini avec une blessure. Parce que sinon, je serais toujours athlète Ah de haut oui, niveau. Parce que j'adorais la vie, j'adorais me pousser dans les entraînements. Ça aurait toujours été mon corps qui me disait non, stop, et, tu peux plus. Hein. et alors ce qui t'a arrêté, c'est la fracture de fatigue du fémur avant Pékin? C'est là où t'as Non, dit non? non, 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 non. Ça, c'était petit. En fait, c'était parce que tout est lié à mon pied gauche avec la fracture Ouais. de fatigue là-dedans. Parce que à cause de ça, je pense que je compensais. Donc, j'avais des hallux, des bunions Des dans hallux valgus, ouais. ouais, Ok. dans le pied de l'autre côté. Et je surstressais peut-être l'autre côté. Mais tous mes blessures étaient dans la jambe Gauche. gauche. Donc, la fracture de fémur, c'était parce que le hallux était tellement embêtant qu'on avait modifié un peu Les semelles. les semelles et ça avait mis un peu trop de torque sur le fémur, on pense. Mais on sait pas. Donc, Et pourquoi t'as arrêté alors ta carrière? parce Qu'est-ce qui t'a que je arrêté? devais courir les Jeux de 2012 à Londres. Oui. Mais là, c'était à ce moment-là, 4 semaines Ah avant, oui, Pékin, c'est que 2008. j'étais Pardon. l'os sur l'os. Donc là, la douleur était trop. Hein. Ouais. Donc ils ont même testé, j'ai fait une sortie longue à Matmal en injectant de lidocaïne, une anesthésie Oui. dans l'articulation. Mais on ne peut pas courir comme ça, on n'a pas les sensations. Donc je ne pouvais pas. Et à ce moment-là, c'était plutôt la bagarre pour essayer de retrouver la course à pied dans n'importe quelle mesure. Parce que je savais que je voulais continuer à courir, mais ils m'ont dit le choix était soit de mettre les os en fusion. Et si Ouais. on les met en fusion dans Une le pied, tu ne arthrodèse, peux ouais, ça plus s'appelle. courir, c'est fini, Oui. la course à pied. Et après, j'ai eu un contact avec Dr. Amos Saxena aux États-Unis. C'est lui qui a fait l'intervention sur le tendon d'Achille d'Ingebrigtsen D'accord. récemment. Ok. Donc, c'est lui qui m'avait proposé. Il m'a dit, attends, j'ai fait une fois un truc comme ça sur un joueur de foot de Derby County en Angleterre. Et il a réussi à retrouver pour jouer le foot à un niveau amateur, quoi. J'ai dit, OK, on tente. Donc, il a fait, en fait, il a fait un triple truc. Il a fait greffe osseuse sur l'ancienne fracture de fatigue. Il a fait microfracture sur le cartilage qui restait entre les deux. Ouais. Et il a fait une sorte de... En fait, j'avais un truc dans mon pied, j'en ai des images que je peux te montrer, qui tirait les deux os à part pour laisser guérir, solidifier un C'est un peu. fixateur externe, non? Je me Oui, rappelle. Oui. ouais. Donc ça, c'était, je pense que j'ai été 6 ou 8 semaines avec ça là-dedans. Ouais. Mais je pouvais m'entraîner un peu. Je pouvais bouger un peu dans la mer. Donc je suis allée faire la course à pied dans la mer pour pouvoir bouger un peu. Et après, il a enlevé ça et je pouvais marcher. Et après, donc ça, c'était en fin août 2012 qu'il a fait. En avril 2013, je suis allée pour faire un peu de marche nordique et j'ai réussi à courir pour des sections en 1 minute. Et je suis revenue avec une sourire sur mon visage tellement j'étais contente de retrouver la course à pied. Donc c'était un chemin long pour pouvoir courir. Mais là, si je reste sur le souple et Et, avec les nouvelles chaussures, je peux courir. et entre ça, donc début 2013 et le marathon de Londres en 2015, Ouais. tu faisais quoi? T'arrivais à t'entraîner quand même? Ouais, en fait, ça, c'était... Là, j'avais déjà accepté que ma carrière était C'était fini. finie. Ok.
Mais l'objectif était d'essayer de retrouver la course à pied. Donc, plus il fallait la patience parce qu'il y avait des jours où c'était trop douloureux même pour marcher à l'école pour chercher les enfants. Et puis, je pense que c'était en 2014. Là, je travaillais un peu en aidant British Athletics dans les camps d'entraînement. Donc, j'étais à Iten avec les athlètes. Et puis, je me suis mis dans ma tête, bah, là, je fais des footings avec. Peut-être je pouvais une fois de plus courir le marathon de Londres, mais pour finir sur mes termes, à moi. Oui, Donc, c'est là que j'ai commencé à discuter avec eux. Donc, j'avais toujours l'option soit de partir sur l'élite, parce que je me suis gardée sur la liste des tests, des contrôles antidopage. Je n'avais pas pris la retraite, même d'accord. si je pensais que c'était ça, pour garder ouverte cette option de clôturer ma carrière sur une course, parce que je ne voulais pas que ce soit sur les Et, jeux abandonnés. et tu voulais faire combien à Londres? C'est ce que tu voulais J'avais faire? pas Tu sais pas? d'objectif parce que tellement, enfin, c'est moi, j'ai forcé peut-être un peu trop, donc j'avais des problèmes dans le tendon d'Achille parce que le mouvement que j'ai dans l'articulation n'est pas normal, quoi. Donc je peux pas faire comment il s'appelle sur la mer quand on se balance sur la planche, Du surf? pas du C'est surf, quoi? mais là, avec Ah, comment ça le s'appelle paddle? le paddle. Oui, Je peux pas faire ça parce que mon pied peut pas bouger ouais, ok. comme ça. Donc, j'étais limitée, mais je voulais finir sur mes termes à moi. Donc, j'avais Sur demandé les la courses. permission. Finalement, je suis partie du course, dans la course masse. Oui, Et je pense que j'ai gagné la course féminin des masses. d'accord. Mais franchement, j'avais pas d'objectif. Sauf je Chronométrique. voulais pas courir. Je voulais battre le chrono de mon mari. Ah oui. Et est-ce qu'une légende du sport comme toi, est-ce que tu as un contrat à vie avec Nike? Ça existe? C'est pas à vie, Ça mais marche ils ont comment? toujours été super avec moi. Donc, j'étais passée dans un contrat ambassadeur en fait. Après, donc, avant, c'était un contrat de haut niveau et là, c'est un contrat D'accord. d'ambassadeur. Donc, oui, ils ont toujours été sympas avec moi. Donc, j'ai travaillé avec des gens super qui ont compris, qui ont essayé de faire tout ce qu'on peut pour avancer la carrière. Mais après aussi, même pendant la naissance de mes enfants, il fallait reculer un peu de la compétition, mais ils m'ont toujours soutenu. Oui. Et est-ce que tu sais que ton cas, quand on apprend le coaching, en France, j'imagine que c'est pareil dans le monde entier, ton cas, c'est un cas d'école. Je sais pas, j'imagine que tu le sais. Je crois que c'est ton entraîneur de l'époque, je sais pas d'ailleurs si c'est ton mari, qui avait publié l'évolution de ton VO2 max de, je crois, 92 à C'est mon physiologue. ton Ouais, physiologue, de 92 à 2003. En gros, c'est une étude sur l'économie de course qui disait que ton VO2 max n'avait pas bougé pendant ta carrière, mais que ta consommation d'oxygène à une vitesse donnée avait ouais. nettement réduit et ta vitesse à VO2 max avait augmenté. Tu le sais, ça, que c'est étudié dans les Oui, écoles de j'en ai coaching? discuté avec Andy parce qu'en fait, lui, il a joué un rôle principal dans ma carrière. Le physiologiste, là, dont Ouais, tu parles. ouais, parce que à l'époque, il était à l'université de Eastbourne et j'avais même pas, je m'approchais de mes 18 ans. C'était dans l'hiver avant ces championnats du monde de cross à Boston et j'avais des soucis, des problèmes, je ne courais pas bien et on ne comprenait pas pourquoi. Donc j'avais demandé à un des entraîneurs en Angleterre et il avait dit, moi j'ai entraîné un physiologue, il est là-bas, il peut te tester. Donc je suis descendue le voir, il m'a testé, il m'a dit, mais il n'y a pas de souci avec Tes tes données? scores là, Ouais, tes données et tout ça. Et entre-temps, j'ai fait un test sanguin et j'étais anémique. d'accord. Donc j'ai commencé des comprimés de fer. Et c'était un peu comme l'attitude en simulation. En fait, ce que c'était mon bac. Donc, je m'étudiais pour mon bac en même temps que l'entraînement de Ah haut oui, niveau. d'accord. Et j'avais trop épuisé le puits, quoi. Donc, j'étais trop bas. Je crois que j'étais à 11 en ferritine. D'accord. Donc là, je commençais les comprimés. Andy me continuait de me tester. Et il m'avait mis sur l'avion avant de partir pour Boston pour les championnats du monde de cross. Il m'avait mis l'enveloppe avec les tests que j'avais fait 2 semaines avant. Et là-dedans, il s'était écrit, tu es dans
la forme de ta vie, va en Ouais, chercher. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'avait donné de la confiance pour aller attaquer ces ok, crosses-là. Et puis, il a continué de tester. régulièrement, Ouais. ouais, Et on a vu que oui, c'était ma façon de prendre l'oxygène et et ouais. l'utiliser dans les Et jambes. donc, je te le dis, moi, pour avoir fait les formations de coaching, on étudie ton cas, ce cas est étudié dans les écoles Ah françaises en ouais? tout cas. Ah oui, tu le savais pas? Mais ils savent ce que c'est ou non? Parce que c'est pas individuel un peu? Ça a été publié, moi je Ouais. l'ai retrouvé l'étude de Ah ce ouais. fameux Andy, je pense. D'accord. Et comment est-ce que tu as fait pour améliorer cette économie de course, tu sais? Quel entraînement te faisait progresser? Tu sais pas? Non. Je pense que c'est un peu. C'est pour ça que je demande, c'est pas individuel, parce que je pense que c'est un peu. C'est là où j'étais douée. Oui, Donc, je pense que c'est un peu ça. Je pouvais à la fois tolérer la douleur, mais tolérer aussi à absorber le volume de l'entraînement est assez chargé. Donc, c'est-à-dire qu'Andy, il a fait des études à Font-Romeu, là où je faisais des fractionnés. Donc, je faisais 5 fois 6 minutes 30. Et après 30 secondes, j'étais déjà dans les 190 de battements de cœur oui, cardiaque et je pouvais le tenir. Donc, d'accord. j'avais la capacité de monter très vite et de la garder. Oui, Et je pense que ça a aidé ça, parce que ça, j'ai fait depuis 13 ans. Hein. oui, À l'âge de 13, 14 ans. Justement, mon fils, parce que mon fils, il s'est plongé un peu dans la course à pied depuis un an et demi à peu près. Sérieusement, il m'avait demandé est-ce qu'il peut, parce qu'il a vu, et c'est ça le problème un peu maintenant avec les jeunes, mais il regarde ce qu'ils font partout dans le monde sur les réseaux sociaux. Il m'a dit est-ce que je peux faire les doubles seuils? oui, Mais il s'entraîne même pas une fois par jour, chaque jour de la semaine. Donc j'ai dit non, parce que là, il faut te rester la marge après pour ajouter ça. Et tant que jeune, parce qu'il a 15 ans, à 15 ans, moi je pense que je m'entraînais 5 à 6 fois par semaine. Par contre, chaque séance était à fond. Hein. oui, d'accord. Il n'y avait pas des footings lentes. Il n'y avait pas de footing, non? Non, non. C'était repos ou on était à bloc. Ah oui, Ouais. Donc c'est ça aussi, c'était une tolérance qui était là des petits. Hein. Donc, ouais, il y a peut-être aussi, ouais, c'est vrai que maintenant il y a des modes, faut toujours se méfier des modes où il faut courir très lentement, des ouais, fois, il y ouais, a ouais. toujours. Et ça a la place. Et il fallait que moi j'apprenne ça. Parce qu'avant, non. Je faisais par exemple, on faisait une sortie assez longue le dimanche, mais c'était dans un parc avec des côtes et on faisait 1 heure. Mais on accélérait les côtes et on récupérait un peu entre temps. Donc c'était pas une footing à l'aise. Et dans la semaine, on faisait 8 kilomètres, soit le mardi ou le jeudi soir. Et c'était 8 kilomètres en footing, mais nous, on partait, c'était la course. Ah oui, Donc, surtout, et on prenait tous nos chronos et on faisait comparaison. Après, donc, c'était une intensité parce que c'était une fois par jour. Donc, je faisais le lundi des fractionnés sur route. Le mardi, c'était soit piste, soit ces 8 kilomètres. Le mercredi, c'était les côtes en figure de 8 en fait. Donc on accélérait, on récupérait, on accélérait, on récupérait pour 35-40 minutes. C'était tous sur les chronos. Et puis le jeudi, c'était ça. Et le vendredi, c'était soit repos si on avait des compétitions le week-end, soit on faisait, je sais pas, plus âgé, je faisais peut-être 15 kilomètres là le vendredi, s'il n'y avait pas une compétition le ouais. week-end. Ah ouais, donc tu mettais de l'intensité Ouais, ouais. presque tous les jours. D'accord. Donc, je pense que ça aide à augmenter cette économie de course. Plus on se met dans les conditions, plus on s'habitue. Hein. Ouais. Donc, Quel est ton avis sur le record du monde du marathon actuel? féminin, Oui, bah, il faut l'enlever. Hein. ouais, Ouais. Ça, c'est sûr. Le problème, c'est à qui tu la remettre. Tu vas le remettre. Donc, à la mais deuxième. c'est vrai que je suis bien convaincue que si on est retrouvé positive, il faut enlever tout ce qu'on a fait avant, même si tu peux pas prouver le fait d'avoir testé positif, tu fais forfait de tout ce que tu as fait avant. Ouais, tu penses qu'il faudrait revoir la législation, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ça ouais. ok. J'en suis persuadée parce que là, on a un record Ah du oui, monde et personne ne le croit il va être parce dur à qu'on aller sait chercher là. qu'elle a été testée Ah positive. oui, ça oui. Et c'était pas un accident. Hein. Donc, Oui, c'était testostérone avec d'autres choses. Donc, c'était vraiment des drogues qui l'ont aidée. ouais.
Ton avis sur, toi qui vis, qui a un pied en France, ton avis sur le niveau, français? Qu'est-ce que tu en Je penses? trouve que c'est magique en ce moment. L'effet Jimmy un peu, mais Yann Schrob aussi, ce qu'il a fait, Agathe. Donc c'est vraiment, c'est riche en ce moment, l'athlétisme en France, et c'est super à regarder parce que je sais qu'avant les Jeux de Paris, c'était un peu, ils allaient chercher un peu, il y avait un peu de pression chez les Français. Donc, je voyais les athlètes depuis des années, parce que je suis en France, qui s'entraînaient dur, mais qui n'arrivaient pas à décrocher les médailles au championnat. Et finalement, il fallait qu'ils restent concentrés et qu'ils continuent d'essayer. C'est la persévérance. Mais la course que Jimmy il a fait, là, je vois parmi les jeunes, là, j'étais à Font-Romeu, il y avait des jeunes d'Aix-en-Provence qui étaient là, de Nice, de Clermont-Ferrand, qui étaient tous là en stage. Et avant, ça se faisait pas. Des élèves qui partaient en vacances scolaires, c'est même pas les 15 jours, hein. Oui. Donc, qui partaient juste pour côtoyer. C'est ça aussi. Je vois les jeunes qui voient, j'étais à Lille, et je vois les jeunes qui peuvent s'approcher de Jimmy et de Yann, et eux, ils sont super sympas avec, ils aident. Donc il faut simplement que quelqu'un montre ce qui est possible, et puis les autres sont motivés pour voir. Donc j'étais à Carré pour les championnats de France de Corse, et le niveau parmi les Français, les jeunes, c'est énorme. C'est tellement plus élevé que ça a été. Et est-ce que tu vois une particularité française, une école française dans l'entraînement? On dit souvent qu'on n'a pas une très grosse culture marathon, enfin dernièrement, mais qu'on est très fort en 10 km. Je crois qu'il y a une très grosse densité, alors que par exemple le Japon, il y a une grosse culture marathon. Ouais, Est-ce que tu vois une école française ou tu un saurais? peu, un peu. C'est quoi, Mais ou une c'est, mentalité ou un état d'esprit, il n'y a pas quelque chose? oui, il est un peu, bon, c'est différent. Je sais pas, il y a beaucoup de focus sur les séances VMA. Oui, Et c'est ce donc, qu'on dit. moi, il faut que je comprenne exactement ce que c'est pour savoir, parce que nous, c'était une Tu faisais pas séance. ça, toi? Je sais pas, parce que j'ai jamais compris exactement ce que c'est. C'est quoi? C'est une séance de piste avec récup plus court, c'est ça? Ouais, on appelle ça VMA, oui, c'est vrai que Ouais, c'est vrai. oui, Parce mais que là, d'accord. on a séance SP8, SP15, tandis que moi, j'avais des séances et je faisais aussi vite que je pouvais pour les fractionner. Et si c'était pour un 1500, c'est vrai que c'était plus vite et moins de fractionner. Mais en gros, que tu prépares un 5000 mètres ou un marathon, c'était presque les mêmes séances, toi. C'est ce que tu veux dire là? Ouais, ouais. Oui, Ouais. Moi, je disais toujours que si j'étais en forme pour faire un marathon, le même jour, s'ils avaient changé la compétition, c'était un 10 000 mètres, j'aurais fait record personnel ou à peu près. ah, Parce que ouais, il fallait avoir la vitesse dans les jambes. Et c'est peut-être ça que tu parles. Parce qu'il y en a, mais c'est pas uniquement les Français. Il y en a beaucoup de Britanniques qui pensent ça aussi, mais que le marathon est plus lent. Donc il oui, faut faire la sortie longue et parler là-dedans, s'arrêter, manger une glace. C'est juste pour faire le kilométrage. Tandis que non, moi, c'était une sortie longue, c'était une sortie au seuil, mais pendant 2h15. ouais. Ah, mais je suis assez d'accord avec toi, ouais. Je Ouais. suis assez d'accord avec toi. Si demain, c'est une question un peu ludique, si on organise une course à 800 mètres entre Noah Lyles et Jacob Kiplimo, qui gagne un 800 mètres? Si c'est demain, parce qu'il vient de se marier, non? Ah, je sais pas. Euh, euh, je, je pense Kiplimo. Kiplimo sur Ouais. 800? Ouais. Je pense, mais si tu le mets en altitude, c'est sûr que c'est lui. Oui, oui. Ouais, mais c'est vrai que 800, c'est pour ça que ça aurait été intéressant qu'on aurait vu la course de Femke Bol contre Kelly Hodgkinson. Ah oui. Ouais, ça aurait été super intéressant. Mais je pense que ouais, Oh, ça, Kiplimo, il peut finir vite quand même, hein. ouais. Tu vois qui? Et je pense que Noah Lyles, à partir de 400 mètres, il va vraiment souffrir. Et ouais. Ok, je te pose cette question là, parce qu'on demande souvent entre un marathonien et un sprinter quelle est la distance en... Ouais, mais Kiplimo aussi, je pense que ouais, on va voir sur le marathon, mais il est vraiment là où il est vraiment vraiment au point, c'est le semi. Oui, Et sur le cross aussi, donc il peut finir, hein. Donc ouais, c'est pour ça que je reste sur lui, hein. tu vois un marathonien passer sous les 2 heures là, dans les prochaines années?
Je pense qu'on n'est pas loin. On Oui. n'est pas loin. Avec les avances de chaussures, les améliorations qu'ils continuent de faire dans l'apport de glucides, dans la nutrition et tout ça, je pense que oui, ouais, Ça va être qui? Tu verrais qui? ouais. Donc là, je pense que Sarway, il est pas loin. Kiplimo, s'il arrive à l'avoir, et peut-être, c'est ça, il y a toujours des autres qui arrivent. Il y a Kiptoum, ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Je Quel pense est... que lui, peut-être, il aurait pu, Kiptum. Ah, il était pas loin, ouais. Ouais, ouais. Il Surtout était qu'il tout près il en a pas fait beaucoup. ouais, ouais. Ouais. Donc, je pense que ça aurait peut-être été possible, lui. J'ai une dernière question. Quelle est selon toi la distance la plus dure en athlée? Bah, ça dépend de la personne, hein. Pour Jean-François moi, ce sera Pontier, de 100 mètres. le 100 mètres, toi? Ouais, ouais. C'est la distance qu'on n'aime pas. Enfin, Non, mais c'est pas difficile. C'est juste que tu vas trouver facile là où tu as les capacités un peu plus marquées, oui, quoi. je suis d'accord, ouais. Ouais, mais Donc, est-ce que le 10 000 mètres, Jean-François Pontier disait que le 10 000 mètres, quand même, tenir 25 tours à allure régulière, c'est ah ouais. usant? Non. Ouais, non, mais T'aimais bien, toi, le 10 000? c'est vrai, mais pour ceux qui l'aiment, c'est un jeu, quoi. Ah Et oui? je pense que c'est aussi ça. Pendant le marathon, on me demande souvent à quoi je pensais, mais il y a plein de choses que tu peux penser. Tu peux jouer, faire des petits jeux. Ah bon? Ouais, ouais, donc pour passer le temps. Donc c'est pas, pour moi, c'était pas difficile de rester concentré pendant les 42 kilomètres. Mais pour Mo Farah, par exemple, c'était difficile de rester concentré. Mais pour 10 mètres, lui, c'était facile, hein. Et c'était quoi? T'avais une préparatrice mentale ou un préparateur mental qui disait ça de jouer dans Non, ta tête? non, 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 c'est c'est toi? moi qui ai inventé. Et tu faisais quoi? Tu comptais les arbres? Tu faisais quoi? Non, non, c'était plutôt. Bon, oui, si j'étais dans un moment difficile et je comptais. Oui, Donc, je comptais dans ma tête jusqu'à 100. Et ça, c'était venu des 6,30 que je faisais petit, où mon entraîneur, il sifflait après 1,30, 3 minutes, 5 minutes et à 30 secondes. Donc, moi, j'essayais de deviner quand est-ce qu'il allait siffler parce que comme pour un jeu. Et après un moment, je me suis rendu compte que là, 3 fois à 100, c'était 5, 10 à peu près. Donc, oui. c'était aux alentours des 5. Donc, c'était mon allure marathon. Donc, ça, c'était un jeu d'essayer de deviner quand est-ce que le prochain mile vient. Parce que chaque mile était en 5, 9, je pense, pour les Ok. 2,15. Donc, les choses comme ça, ou alors, je voulais me débarrasser de mes gants. Alors là, je vais essayer. Si j'arrive à faire exact un mile en 5,8, je me débarrasse. Sinon, tu les gardes encore un. Ah, Donc, tu te c'est mettais pour des ça petits que je dis des challenges petites personnels. Ah oui. choses pour passer le temps. Mais il fallait que ce soit quelque chose qui reste dans le jeu, quoi. Qui Ouais. reste concentré, parce que tu peux pas penser oui, aux arbres. Parce que ça, c'est rien à voir avec le prochain Oui. nourriture, la prochaine boisson, gourde qu'il faut récupérer, ou ceux qui font autour de moi. Donc, Ok. c'est quelque chose pour essayer de ne pas penser à la distance qui reste ou à l'ampoule qui me fait mal, Oui. mais en même temps de rester assez concentré dans les tactiques de course. Est-ce que tu vas refaire un marathon cette année ou l'an prochain? Non. Peut-être. C'est à voir parce que j'avais promis je commente avec Steve Cram qui avait le record du monde sur mile. Non, oui, sur le mile et sur le 1500. Et donc, lui, il organise un marathon sur trail D'accord. dans le nord de l'Angleterre. Et là, j'ai fait le semi parce que je devais le faire l'année dernière. Mais après Boston, j'ai pris longtemps pour récupérer au mollet. J'avais vraiment déchiré le mollet. Donc, j'ai pas pu faire le marathon là. Et j'avais promis pour cette année. Mais normalement, je suis à Dubaï, mais il reste à voir parce que si c'est pas réglé les problèmes qu'ils ont là-bas, donc peut-être j'aurai ce D'accord. marathon à faire. Sinon, je ferai l'année après. Et un dernier point avant qu'on rende le studio. C'est quoi ton métier aujourd'hui? Tu as un podcast, donc tu veux développer un podcast, tu me disais. Oui, Tu fais du coaching, toi? Tu coaches un peu? Non? bon, je ne suis pas qualifiée en tant que coach, mais c'est vrai que bon, je côtoie un peu parce que mon fils, il est là-dedans. J'ai fait une sorte de mentoring. Mentorat, non? Ça doit être ça? Ouais. Je sais pas. En fait, c'est côtoyer sans coacher,
mais Oui, aider les voilà, athlètes c'est à ça. trouver les forces Ok, de penser, de soutenir, discuter un peu avec. Donc, je fais un peu ça avec des athlètes. Je côtoie Raphaël quand il va faire les compétitions. Et j'ai le podcast, je commente pour le BBC, pour d'autres ah, tu tels que... commentes les marathons, Oui, je commente l'athlé, l'athlétisme. tout l'athlé, Donc, d'accord, pour le BBC, c'est à partir de 800. d'accord. Donc, c'est le demi-fond et le fond. Ah oui, ok. Pour le BBC, donc, au championnat d'Europe de cross et au Diamond League. Ou les Jeux Olympiques, tu peux faire ça. Ouais, ouais, Oui, exact. ok. Donc ça, j'aime bien parce que je reste dans le sport que j'adore. J'apprends quelque chose qui est nouveau pour moi, ou qui était nouveau pour moi. Et je peux rester dans les championnats avec des athlètes, ça me fait plaisir. Et j'ai le podcast qui est Paula's Run Club. Ok. On avait commencé avec 16 semaines pour le marathon de Londres. Là, on a refait. Ça va finir la semaine prochaine au marathon de Londres. Et donc, cette semaine-là, on va avoir un podcast tous les jours de Londres et dans 2 lives, un de l'Expo. Ouais, Donc, si jamais quelqu'un écoute, on sera sur le main stage à l'Excel, là où il faut aller chercher le dossard, entre 11h et 11h15 et midi le ok. vendredi. Et le samedi, on est dans l'Apple Store au centre de Londres, Bon, Brompton Road. eh ben, je te souhaite que ça marche et je te remercie beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à Nice. Merci et bon courage à tous. Merci, Paula. Merci.